Mon mari a un groupe d'amis sur WhatsApp appelé « Manuel de survie pour les maris ». J'y suis entrée par accident et j'ai vu quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Mon mari, Tyler, a toujours été très réservé avec son téléphone, mais il ne m'avait jamais donné de raison de me méfier. Il travaillait de longues heures, son portable vibrant constamment pour des raisons professionnelles, et je m'étais habituée à cela. Jusqu'à cette nuit-là, un vendredi. Nous regardions la télévision et il s'est endormi sur le canapé, le téléphone encore à la main. Je l'ai posé sur la table, mais en le faisant, l'écran s'est allumé. Il y avait une notification WhatsApp avec le titre du groupe en grosses lettres, « Manuel de survie pour les maris ». J'ai souri. Au début. Je pensais que c'était l'un de ces groupes d'hommes partageant des mèmes ou des plaintes sur la vie conjugale, mais quelque chose en moi, je ne sais pourquoi, m'a poussé à l'ouvrir. Peut-être la curiosité, peut-être un simple instinct. Ce fut l'erreur. Le groupe comptait 6 membres, tous des hommes que je connaissais, des collègues de travail de Tyler et quelques amis qui étaient venus à notre mariage. Ce que j'ai vu n'était ni de l'humour ni de la camaraderie, mais des captures d'écran de conversations avec leurs épouses, accompagnées de commentaires qui m'ont dégoûté. L'un d'eux avait partagé une photo de sa femme en larmes avec la phrase « Encore une séance de drame pour avoir fouillé mon portable, niveau expert débloqué ». Un autre lui a répondu « Mec, la mienne n'en sait rien. J'ai un autre numéro juste pour les rencarts. Manuel 101, dupliquer la SIM avant de se marier. » Je suis restée immobile. Mon cœur battait si fort que je pouvais presque l'entendre. J'ai fait défiler vers le haut et j'ai vu des messages plus anciens. Des blagues sur le fait de tromper, de mentir et de maintenir la paix à la maison tout en s'amusant dehors, jusqu'à ce que j'arrive à un message de mon mari, Tyler. Il avait écrit 3 jours plus tôt, règle numéro 7 du manuel, ne jamais utiliser un nouveau parfum sans une histoire crédible pour l'accompagner. Sinon, elle se méfie. En dessous, un de ses amis lui a répondu avec des émojis d'applaudissements. Un autre a ajouté « Ti, tu es le gourou. Raconte-leur l'histoire du voyage à Chicago. » Je suis restée à lire cette ligne encore et encore. Le voyage à Chicago. C'était celui pour lequel il m'avait dit qu'il s'agissait d'une conférence de travail le mois dernier. Il était parti 4 jours. Quand il est revenu, il portait une nouvelle chemise et avait une odeur différente. Je m'en souviens parce que je lui ai demandé s'il avait changé de parfum. Il a ri et m'a dit que c'était celui de l'hôtel. Je l'ai cru. J'ai senti mes mains trembler. Je ne savais pas si je devais le réveiller ou si je devais faire comme si je n'avais rien vu. Je suis restée à regarder son visage endormi, si calme, si étranger à ce qui se passait en moi. Et puis le téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau message du même groupe. C'était d'un certain Eddie. Ti. La fille de l'hôtel t'a écrit. Elle dit que ta voix lui manque. Fais gaffe à tes traces, frère. Le portable a failli me tomber des mains. Je ne pouvais plus respirer. Tout est devenu flou. L'image que j'avais de mon mariage s'est brisée en quelques secondes. J'ai éteint le téléphone et je l'ai reposé au même endroit. Je me suis enfermée dans la salle de bain pour ne pas faire de bruit. Je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. Je n'ai pas pleuré au début. J'ai seulement ressenti une rage froide, mêlée à quelque chose de pire. La honte. Comment n'ai-je rien vu venir? Comment ai-je pu dormir à côté de lui? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Quand il s'est réveillé, il a dit de sa voix endormie, « Pourquoi es-tu levé si tôt ?» J'ai répondu que j'avais une insomnie. Il a souri, m'a embrassé et est allé prendre sa douche. Pendant que l'eau coulait, j'ai vérifié son téléphone à nouveau, mais il avait déjà supprimé la conversation. Le groupe, Manuel de survie pour les maris, avait disparu. C'était comme s'il n'avait jamais existé. Toute la journée, j'ai fait semblant d'être normale. Je suis allée au travail, j'ai souri, j'ai répondu aux emails, mais chaque fois que mon téléphone vibrait, mon estomac se nouait. J'ai commencé à repasser chaque détail des derniers mois, les voyages, les excuses, les appels qu'il prenait en dehors de la maison. Tout a commencé à prendre un autre sens. Le soir, quand Tyler s'est endormi, j'ai pris une décision. Je n'allais pas le confronter tout de suite.
Je voulais d'abord savoir qui était la fille de l'hôtel, et surtout, ce qu'il cachait d'autre. C'est ainsi que mon plan a commencé. Je savais que si je le pressais, il nierait tout, alors j'ai fait comme si de rien n'était. Je suis devenue plus affectueuse, plus calme, comme si j'étais vraiment heureuse. Et pendant ce temps, j'ai appris sa routine. Je savais à quelle heure il mettait son portable en silencieux, quelles applications il utilisait le plus, quel email il recevait. J'ai installé une copie de WhatsApp Web quand il a laissé son ordinateur portable ouvert un après-midi. Je l'ai fait en quelques secondes, les mains moites et le cœur battant dans ma poitrine. Quand les messages sont apparus sur mon écran, j'ai ressenti un mélange de peur et d'adrénaline. Le groupe n'était plus là, mais il y avait une autre conversation avec un numéro enregistré sous le nom de « Brittany, Hôtel ». J'ai lu juste un fragment et j'ai dû fermer l'ordinateur. Parfois, je rêve que tu es encore ici, dans la chambre 214. Sa réponse, ne dis pas ça. Si tu continues à m'écrire, tu vas me causer des problèmes. Et à la fin, une photo. Elle n'était pas explicite, mais suffisante pour me détruire. Elle était dans le lit de l'hôtel avec un sourire qui n'avait rien d'innocent. Cette nuit-là, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti de la haine, mais je l'ai dissimulée le lendemain, comme si de rien n'était. Je l'ai serré dans mes bras, j'ai préparé le café, je l'ai écouté parler de son travail, ce faisant, j'ai pensé à quelque chose qui m'a glacé le sang. Si ce groupe WhatsApp était un manuel pour les maris, il y avait peut-être d'autres règles, d'autres secrets, d'autres choses dont je n'avais aucune idée. J'ai donc décidé de rester silencieuse, du moins pour l'instant, car si je voulais découvrir toute la vérité, je devais le faire sans qu'il s'en doute. Pendant les jours suivants, je suis devenue une actrice malgré moi. Je riais avec Tyler, je cuisinais avec lui, nous sortions nous promener le dimanche, et tout était une farce calculée. À l'intérieur, chacune de ses paroles me donnait un coup de poignard, mais je devais garder mon calme. Si je voulais comprendre jusqu'où tout cela allait, je devais agir comme si je ne savais rien. Le premier coup est arrivé un après-midi ordinaire. Tyler a oublié son ordinateur portable ouvert dans la cuisine pendant qu'il parlait au téléphone dehors. J'ai profité de ces quelques secondes comme si elles valaient de l'or. J'ai vérifié ses téléchargements récents. Parmi les fichiers de travail, j'ai trouvé un document intitulé « Manuel.3.pdf ». Mon cœur s'est arrêté une seconde. Quand je l'ai ouvert, ce que j'ai vu ressemblait à une mauvaise blague, mais ce n'en était pas une. C'était une sorte de guide interne écrit par les hommes du groupe. Il y avait des sections intitulées « Comment mentir sans se contredire »,« Excuses pour les voyages »,« Phrases qui désamorcent les soupçons »,« Méthode de communication sécurisée ». Il y avait même des niveaux marqués comme s'il s'agissait d'un jeu, initié, avancé, expert, et à côté de chaque règle, un nom. Parmi eux, celui de mon mari. Règle 23. Si ta femme commence à se méfier, change ton schéma d'affection. Sois plus attentif, pas plus froid. Signé, Tyler H. J'ai lu cette ligne au moins 10 fois. C'était exactement ce qu'il faisait depuis une semaine. Il m'observait davantage. Il me disait que j'étais belle, il cuisinait avec moi, il me laissait même de petits mots sur la table. Et moi, stupidement, j'avais pensé que c'était la culpabilité de trop travailler. Je n'ai pas pu continuer à lire. J'ai fermé le fichier et je l'ai copié sur une clé USB au cas où il le supprimerait. Puis je l'ai rangé dans mon sac à main comme si c'était de la dynamite. Cette nuit-là, quand nous étions au lit, il m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté « Je ne sais pas ce que je ferai sans toi ». J'ai seulement répondu « J'espère que tu n'auras jamais à le découvrir ». Le lendemain matin, j'ai décidé de suivre la piste des autres hommes du groupe. J'ai cherché Eddie sur les réseaux sociaux, celui qui avait mentionné la fille de l'hôtel. Son profil était rempli de photos avec sa femme et ses enfants, tous souriants. Mais parmi les commentaires, il y en avait un qui m'a glacé. Une femme avait écrit « On se voit jeudi, beau gosse ». Et sa femme avait aimé le commentaire, comme si elle n'en comprenait pas le contexte. J'ai réalisé que ce groupe n'était pas seulement une blague entre amis, c'était un réseau organisé d'hommes mariés qui se couvraient les uns les autres, un club secret qui partageait des stratégies pour maintenir des vies parallèles. Cette nuit-là, alors que je faisais semblant de dormir, j'ai entendu le son de son portable vibrer. Un message est arrivé et je l'ai vu lever l'écran sous la couverture.
Son visage s'est illuminé avec la lumière du téléphone. Je ne pouvais pas lire ce qu'il y avait décrit, mais j'ai vu son expression. Un bref sourire. Complice. Un sourire qui n'était pas pour moi. J'ai attendu qu'il s'endorme profondément. Puis je suis allée à la cuisine et j'ai ouvert l'ordinateur portable. Je suis entrée sur WhatsApp Web et j'ai vérifié la conversation avec Brittany. Elle n'était plus là. Il l'avait supprimée, mais j'en ai trouvé une autre, plus récente, avec un contact sans nom, juste un numéro avec l'indicatif régional de Denver. Le dernier message était une photo d'un reçu de l'hôtel Indigo daté de 3 jours et en dessous un court texte, « Je t'ai dit que je ne pouvais pas résister. Bisous. » J'ai senti mes jambes flageoler. Il l'avait revu. Pendant que je croyais que nous nous réconcilions. Il avait tout recommencé. Je n'ai pas pleuré. Plus maintenant. C'était comme si mon corps s'était vidé de ses émotions. Il ne me restait qu'une clarté froide. Je devais l'exposer, mais pas seulement lui, tout le groupe. 2 jours se sont écoulés avant que je trouve le moyen parfait. J'ai prétendu avoir oublié mon portefeuille et je suis rentrée plus tôt du travail. Tyler était encore à la maison, assis sur le canapé, vérifiant son portable avec un sourire. Je me suis cachée derrière le cadre de la porte et j'ai écouté. Il était en appel vidéo. « Mec, je te jure, elle a failli me découvrir, » dit-il en riant. Une voix a répondu depuis le téléphone, entre 2 rires. « Ah! Ça fait partie de l'entraînement, frère. C'est pour ça que le manuel existe. Tu as mis à jour la version 4, n'est-ce pas ?» a demandé Tyler. Bien sûr, Eddie l'a envoyé hier soir. Il y a une nouvelle section, comment supprimer les copies web sans laisser de traces. J'ai failli laisser tomber mon portefeuille. Il savait comment se couvrir, mais il ne savait pas que j'avais déjà la version précédente sauvegardée. Je suis partie sans faire de bruit et cette nuit-là, quand il s'est endormi, j'ai connecté la clé USB à mon ordinateur portable et j'ai fait des copies de sauvegarde de tout. Chaque fichier, chaque fragment du manuel, chaque nom. J'avais des preuves à revendre. Il ne manquait plus que l'étape suivante, décider quoi en faire. Je pouvais affronter Tyler et le détruire ou je pouvais aller plus loin. Une partie de moi voulait que tous ces hommes ressentent la même chose que moi. Trahison, honte, peur. Une autre partie hésitait encore. J'étais avec Tyler depuis 8 ans. Nous partagions une vie, une maison, un chien. Mais quand je regardais son visage pendant qu'il dormait, je ne voyais que des mensonges. Le destin a décidé pour moi. Le lendemain matin, j'ai reçu un email d'un compte anonyme. Si toi aussi tu as trouvé le manuel, écris-moi. Tu n'es pas seul. L'expéditrice s'appelait Laura. Monsieur, j'ai mis des heures à répondre. Quand je l'ai enfin fait, j'ai écrit un seul mot. Oui. Le soir même, elle m'a répondu, mon mari est aussi dans ce groupe et j'ai un plan. Quand j'ai lu cet email, j'ai pensé que c'était peut-être un piège. Peut-être que Tyler ou l'un des hommes se doutait de quelque chose et voulait me tester, mais il y avait quelque chose dans la façon dont cette femme avait écrit « Tu n'es pas seule », qui m'a fait me sentir comprise. Pendant toute la journée, j'ai cherché son nom sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé un profil sur LinkedIn. Laura Maena, 34 ans. Résidente à Denver. Mariée à Eddie Maena, le même Eddie du groupe. Mon cœur a fait un bond. C'était la femme de l'un d'eux. Je lui ai écrit à nouveau depuis un nouveau compte pour me protéger. Comment as-tu su que je l'avais trouvé? Elle a répondu rapidement. Je ne le savais pas. J'ai seulement envoyé l'email aux adresses qui étaient enregistrées dans les sauvegardes du groupe. Tu es sur la liste parce que ton mari partageait des fichiers depuis son ordinateur portable et dans l'un d'eux, ton email était lié. Son ton était direct, sans détour. Je rassemble des preuves depuis des mois. Je ne suis pas la seule. Il y a d'autres femmes. Mais j'ai besoin de savoir si tu es prête à faire quelque chose ou si tu veux juste connaître la vérité. Cette phrase a résonné dans ma tête. Es-tu prête à faire quelque chose ou veux-tu juste connaître la vérité? Je lui ai répondu sans réfléchir. Je suis prête. Nous avons convenu d'un appel vidéo le soir même. Quand son visage est apparu sur l'écran, j'ai ressenti un mélange de peur et de soulagement.
Elle avait les cheveux attachés et des cernes profonds, mais elle parlait avec fermeté. Je ne vais pas te mentir, m'a-t-elle dit. Ça va faire encore plus mal avant de s'améliorer, mais nous ne pouvons plus continuer à faire semblant que rien ne se passe. Elle m'a raconté son histoire. Elle avait découvert le groupe il y a presque un an. Eddie avait été l'un des fondateurs. Le manuel était né comme une blague entre collègues de travail, mais il était devenu quelque chose de plus sombre, une communauté secrète d'hommes mariés qui partageaient des stratégies, des contacts, dans certains cas, des femmes. Toutes les femmes ne savent pas qu'elles en font partie, a-t-elle dit la voix brisée. Certaines pensent qu'elles sortent avec des hommes célibataires. D'autres le savent et en profitent. Je suis restée silencieuse, essayant de tout digérer. Elle a continué. Le groupe compte plus de 30 membres. Certains sont amis entre eux. D'autres ne se connectent que pour le manuel. Ils le mettent à jour constamment. Il y a une nouvelle version chaque mois. Je lui ai montré la copie que j'avais. La V3. Elle a souri tristement. La plus récente est la V5. Elle inclut une section sur la façon de manipuler les soupçons et d'enregistrer de fausses preuves à utiliser contre les épouses. De fausses preuves ? Ai-je demandé. Oui, a-t-elle répondu, si une femme les confronte, ils ont des captures d'écran préparées ou de faux emails qui simulent que leur femme flirte avec d'autres hommes. Ainsi, ils les discréditent si elles essaient de raconter quelque chose. J'ai senti un nœud dans mon estomac. C'était un réseau bien pensé, froid, sans trace facile à suivre. Laura m'a dit qu'elle avait parlé à 5 autres femmes. Toutes épouses des membres du groupe. Elles avaient créé une conversation privée appelée « Manuel de survie pour les épouses ». Nous voulons les exposer, m'a-t-elle expliqué, mais sans nous mettre en danger. Si nous agissons impulsivement, ils effaceront tout et nous feront passer pour des folles. Nous avons besoin d'un coup synchronisé. Je lui ai demandé comment elle comptait s'y prendre. J'ai accès à l'un des administrateurs, a-t-elle répondu. Il ne sait pas que je le sais, mais je peux entrer dans les fichiers partagés du groupe. Si nous parvenons à faire coopérer plus d'épouses, nous pourrons obtenir suffisamment de preuves pour les dénoncer publiquement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. L'idée d'affronter Tyler de front me terrifiait, mais collaborer avec Laura me donnait une nouvelle sensation, le contrôle. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai senti que je pouvais reprendre un peu de pouvoir. Les jours suivants, Laura et moi avons parlé presque tous les soirs. Elle m'a envoyé des copies de conversations, des noms, des dates. Il y avait des membres de plusieurs villes, Denver, Chicago, Seattle, Austin. Certains étaient des cadres, d'autres des professeurs, d'autres des policiers. C'était un réseau énorme et mon mari était en plein centre. Tyler est plus important que tu ne le penses, m'a dit Laura un soir. D'après les archives, il a écrit plusieurs des règles d'or. C'est l'un des mentors du groupe. Je suis restée glacée. Je me suis souvenu de toutes les fois où je l'avais entendu dire à ses amis des phrases comme « Il n'y a pas de mariage sans secret » ou « L'honnêteté absolue tue la paix ». Je l'avais toujours pris pour des blagues. Maintenant, je comprenais qu'il parlait sérieusement. Laura m'a demandé quelque chose de risqué. J'ai besoin que tu enregistres une conversation avec lui. Une où tu mentionnes le groupe, sans dire que tu sais tout, juste pour voir comment il réagit. S'il se met sur la défensive ou essaie d'effacer des choses, ce sera une confirmation de plus. Je ne savais pas si j'en serais capable, mais j'ai accepté. Le moment est venu un jeudi soir. Nous dînions et j'ai fait semblant d'avoir vu un mème sur Internet à propos de manuel pour les maris. Je lui ai montré le téléphone et j'ai dit en riant, « Regarde, ça ressemble à ce groupe que tu avais. » Comment il s'appelait ? Il a levé les yeux avec une raideur instantanée. Quel groupe ? A-t-il demandé. Un que j'ai vu sur ton téléphone il y a quelque temps. Manuel de survie pour les maris, je crois. Le silence était brutal. Il m'a observé avec un mélange de surprise et de calcul. Ça, c'était juste une conversation avec des blagues. Rien de sérieux. Nous l'avons supprimé il y a des semaines. Ah, ai-je dit en feignant l'indifférence. Ça avait l'air amusant. Il a essayé de rire, mais son rire sonnait forcé. Oui, oui. Des trucs d'homme. J'ai rapidement changé de sujet.
Quand il a fini de manger, il s'est enfermé dans le bureau. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le son du clavier, puis celui d'un message envoyé. J'ai ouvert WhatsApp Web depuis mon ordinateur portable et j'ai vu qu'il avait écrit dans un nouveau groupe appelé Manuel V5 Elite. Son message disait « Les gars, alerte possible. Quelqu'un a peut-être vu le nom du groupe. Vérifiez vos sauvegardes. » Mon corps s'est tendu. Je savais que Laura avait accès à ce même groupe, mais s'il se doutait de quelque chose, il pourrait la bloquer. Je lui ai écrit immédiatement. Ils ont compris. Tyler a prévenu. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Alors, nous devons le faire maintenant. Cette nuit-là, pendant que Tyler dormait, Laura et moi avons activé le plan. Elle avait accès au serveur où il gardait les versions du manuel et l'a fait fuiter sur un forum public sous un titre qui semblait inoffensif, le document qu'aucun mari ne veut que vous lisiez. Elle a téléchargé les captures d'écran, les noms et les règles complètes. Elle a inclus la liste des membres avec leurs noms, email et photos de profil, tout. Au lever du jour, le chaos s'était déjà déchaîné. J'ai reçu des messages en chaîne, des appels, même un email de Tyler me demandant de ne pas croire ce qui circulait sur Internet. Je n'ai pas répondu. Laura m'a écrit, nous l'avons fait. Mais ce n'est que le début. Et elle avait raison, car en moins de 24 heures, les hommes du groupe ont commencé à contre-attaquer, et l'un d'eux savait exactement qui j'étais. Le dimanche, je me suis réveillée avec le téléphone vibrant sans arrêt. Messages, appels, notifications, tout explosait en même temps. Le manuel était déjà viral. Il y avait des captures d'écran sur des forums, des vidéos sur TikTok, même des publications sur Reddit avec des milliers de commentaires. Les femmes partageaient des fragments, indignées, taguaient leur mari, demandaient si c'était réel. Et ça l'était. Mais ce que personne ne savait, c'était qu'il avait fait fuiter. Du moins, pas encore. Tyler était dans la cuisine, le visage pâle. Il tenait son portable comme s'il le brûlait. Quand il m'a vu descendre, il a essayé de sourire, mais sa mâchoire tremblait. « Tu as vu ce qui circule ?» m'a-t-il demandé d'une voix tendue. « Oui. » Je me suis assise en face de lui, feignant la surprise. Je n'arrive pas à croire que des hommes comme ça existent. Il s'est frotté le visage nerveusement. Quelqu'un du groupe a tout fait fuiter. Mais il raconte des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des noms inventés. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le tien y est aussi. Il a mis quelques secondes à répondre. Oui, mais ça ne veut rien dire. C'était juste une vieille blague, un projet entre amis. Nous n'avons jamais rien fait. Il mentait. Je le voyais dans chaque mot, dans la façon dont il évitait mon regard, mais j'ai fait semblant de le croire. Je lui ai posé une main sur le bras et j'ai dit, « Eh bien, si tu n'as rien fait de mal, tu n'as pas à t'inquiéter. » Il a hoché la tête, mais il ne semblait pas convaincu. Quelques heures plus tard, en consultant mon ordinateur portable, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un nouvel email, sans expéditeur visible. « Nous savons ce que tu as fait. » Le message ne contenait qu'une seule ligne de plus. « Ne crois pas que tu vas t'en tirer indemne, Emma. » Je suis restée paralysée. Personne en dehors de Laura ne savait que j'avais participé. Et s'ils connaissaient mon nom, cela signifiait qu'ils avaient découvert notre fuite. J'ai appelé Laura immédiatement, mais elle n'a pas répondu. J'ai essayé de lui écrire, mais la conversation indiquait une dernière connexion il y a 3 heures seulement. Le reste de la journée a été un enfer. Tyler était agité, marchant de long en large dans la maison, appelant des amis, écrivant des messages frénétiques. À un moment, je l'ai entendu dire au téléphone, « Non, je ne sais pas qui c'est, mais si c'est elle, je le saurai. » Je savais qu'il parlait de moi. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, je suis entrée dans son portable une fois de plus. Il y avait des messages supprimés, mais un est resté. Un numéro inconnu lui avait écrit, « La tienne est impliquée. Nous avons des preuves. Ne t'inquiète pas, nous la ferons parler. » J'ai eu l'estomac retourné. J'ai éteint le téléphone et je me suis enfermée dans la salle de bain. S'il savait que j'avais aidé, ce n'était plus seulement une affaire de trahison conjugale, c'était dangereux. J'ai écrit à Laura une dernière fois. Tyler sait,
Il me cherche. 5 minutes plus tard, une réponse est arrivée, mais ce n'était pas d'elle. C'était du même expéditeur anonyme qu'auparavant. Laura ne pourra pas t'aider. J'ai jeté le téléphone par terre. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une peur réelle. 2 jours se sont écoulés pendant lesquels Tyler ne m'a presque pas parlé. Il s'absentait pendant des heures. Il disait qu'il était en train de régler le problème. Je faisais semblant de ne rien soupçonner, mais chaque fois qu'il sortait, j'en profitais pour vérifier son ordinateur portable. Il n'y avait plus de traces du groupe, mais j'ai trouvé pire, un nouveau dossier avec mon nom. À l'intérieur, il y avait des captures de messages, même de conversations que j'avais eues avec des amis. Certaines étaient anciennes, d'autres récentes. Tyler m'espionnait. Je l'ai confronté ce soir-là. Je ne pouvais plus me retenir. Pourquoi as-tu un dossier avec mon nom, ai-je lâché. Son visage a changé immédiatement. Qu'est-ce que tu faisais à fouiller mon ordinateur, a-t-il crié. J'ai répondu à une question par une autre. Pourquoi m'espionnes-tu? Il est resté silencieux. Puis il a soupiré comme s'il n'avait plus de force. Parce que je n'ai pas confiance en toi, a-t-il dit enfin. Depuis des semaines, je te trouve bizarre, froide. Et maintenant, cette histoire de Manuel. Je sais que tu en sais plus que tu ne l'admets. Et alors si je sais, ai-je lancé? Vas-tu tout nier? Vas-tu dire que je suis folle, comme le conseillent tes amis? Tyler m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, mais cela n'a pas duré. Emma, tu ne comprends pas? Ce n'était pas un piège, c'était un jeu, un cercle privé. Nous n'avons fait de mal à personne. Vous n'avez fait de mal à personne, ai-je crié. Et Brittany? Et les mensonges? Les faux voyages, les conseils pour tromper? Ce n'est pas un jeu. Le silence était si dense que j'ai senti que j'étouffais. Alors il a dit quelque chose qui m'a glacé le corps. Si tu parles de ça à quelqu'un d'autre, tu ne t'en sortiras pas bien. Il ne l'a pas dit en criant, il l'a dit lentement, comme un avertissement. Et à cet instant, j'ai compris que Tyler n'était plus l'homme que j'avais épousé. Il faisait partie de quelque chose qui n'allait pas laisser son secret s'effondrer. Nous avons dormi dans des lits séparés cette nuit-là. Enfin, il a dormi. J'ai préparé un sac à dos avec l'essentiel, j'ai pris la clé USB avec les fichiers et je l'ai rangé à l'intérieur. À 3 heures du matin, je suis sorti de la maison. J'ai conduit pendant des heures sans destination jusqu'à arriver à un motel à la périphérie de Denver. La peur était constante, comme si quelqu'un me suivait. Je ne savais pas si Laura était vivante, si les autres femmes savaient ce qui s'était passé. Je ne savais qu'une chose. S'il découvrait que j'avais participé, il viendrait me chercher. Cette nuit-là, j'ai consulté mes emails depuis la réception du motel. Il y avait un nouveau message d'une adresse inconnue. Objet, si tu veux des réponses, viens seul. Le corps du message ne contenait qu'une adresse dans le centre de Denver et 1h, 21h. Il ne disait pas qu'il envoyait, il ne disait pas ce qui allait se passer, mais quelque chose en moi savait que c'était le seul moyen de découvrir ce qui était arrivé à Laura et jusqu'où s'étendait le réseau des maris. J'ai regardé l'heure. Il restait 17h et pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai senti que le vrai danger n'avait pas encore commencé. Je n'ai pas dormi du tout. Chaque bruit du motel me faisait sursauter. Chaque ombre me semblait être une voiture qui me suivait. Mais quand le jour s'est levé, j'avais déjà pris ma décision. J'allais me rendre à cette adresse. Je ne savais pas si c'était un piège ou une opportunité, mais rester immobile était pire. J'ai passé la journée sans manger, juste du café et de l'anxiété. À 20h, je me suis garé à 3 rues de l'endroit indiqué, un vieil immeuble en briques sombre dans le centre de Denver. Le numéro 1125 était peint sur la porte métallique. Il n'y avait ni enseigne ni lumière, juste un interphone rouillé. Je suis resté debout devant pendant quelques secondes avant d'oser sonner. La sonnerie a retenti faiblement, presque comme un gémissement métallique. Personne n'a répondu. J'allais partir quand la porte a cliqué et s'est ouverte toute seule. J'ai dégluti et je suis entré. Le couloir était éclairé par des lumières jaunes, avec des murs écaillés et une odeur d'humidité.
J'ai monté un escalier étroit, guidé par un bourdonnement de fond, comme s'il y avait une télévision allumée quelque part. En arrivant au 2e étage, j'ai vu une porte entr'ouverte. « Emma », a dit une voix. C'était Laura. Elle était devant moi. Vivante, mais différente. Les cheveux détachés, des cernes profonds et une expression qui mêlait fatigue et alerte. Elle a fermé la porte derrière moi et m'a fait signe de garder le silence. À l'intérieur, il y avait un ordinateur portable ouvert avec plusieurs dossiers à l'écran. « Je pensais qu'il t'avait trouvé », ai-je dit. Presque, sa voix était basse, pressée. Ils ont eu accès à mon adresse. J'ai dû disparaître pendant 2 jours. Qui t'a envoyé cet email, ai-je demandé. Elle a secoué la tête. Je ne sais pas. Mais si tu es ici, cela signifie que quelqu'un veut nous voir ensemble. Elle m'a rapidement expliqué ce qui s'était passé depuis la fuite. Certains des hommes du groupe avaient été licenciés, d'autres niaient tout, mais les leaders du manuel essayaient de nettoyer leur image. Et l'un d'eux, selon Laura, était Tyler. Ton mari parle à des avocats, il veut porter plainte pour diffamation collective, m'a-t-elle dit. Il dit que quelqu'un a falsifié les fichiers. Et tu crois qu'il l'a fait, ai-je demandé. Oui, a-t-elle répondu sans hésiter. Tyler et Eddie ont été les premiers à créer le manuel. Les autres n'ont fait que suivre leurs règles. Mon corps s'est glacé. Je ne pouvais pas nier que tout concordait. Tyler avait toujours été organisé, méthodique, même dans ses mensonges. Mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, pourquoi m'ont-ils convoqué ici, ai-je demandé. Laura a hésité une seconde avant de répondre. Parce qu'il y a quelque chose que je dois te montrer et je ne veux pas que tu le vois à travers un écran. Elle a ouvert un dossier sur son ordinateur portable. À l'intérieur, il y avait plusieurs vidéos enregistrées par des caméras de sécurité, des chambres d'hôtel, des couloirs, des parkings. Tout avait une date et une heure. Et sur l'une d'elles, il y avait Tyler. Ma gorge s'est serrée. Il apparaissait en train d'entrer dans une chambre avec une femme. Ce n'était pas Brittany, c'était une autre. Elle s'appelle Madison, a dit Laura. C'était la petite amie d'Eddie avant qu'il ne se marie avec moi. Quoi? Ai-je demandé, confuse. Oui, a-t-elle continué. Quand il s'est marié avec moi, il a continué à la voir en secret. Plus tard, quand le groupe a commencé, Tyler et les autres sortaient aussi avec elle. C'était comme un trophée au sein du manuel. Je me suis couvert la bouche avec les mains. C'est malsain. Je sais, a dit Laura. Mais le plus grave n'est pas ça. Elle a cliqué sur une autre vidéo. Cette fois, l'image montrait une réunion dans une maison. Plusieurs visages connus, Eddie, Tyler et au moins 5 autres hommes. Tyler parlait en gesticulant pendant que les autres l'écoutaient. L'audio était clair. Aucune d'elles ne doit le savoir. Si l'une d'elles se doute de quelque chose, on la fait passer pour folle. On garde de faux messages. On a des histoires préparées. C'est une question de contrôler le récit. Laura a mis la vidéo en pause. C'est moi qui ai enregistré ça. Je l'ai trouvé sur une caméra qu'Eddie avait oublié de déconnecter. Pourquoi ne l'as-tu pas utilisée, lui ai-je demandé. Parce que je ne sais pas qui d'autre est derrière. Il y a des hommes puissants impliqués, des avocats, des politiciens. Si je la publie seule, ils me feront disparaître. La peur m'a parcouru le corps. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. De la rage. Pendant tout ce temps, Tyler m'avait regardé dans les yeux en sachant qu'il avait ruiné plus d'une vie. Nous devons montrer ça, lui ai-je dit. Pas maintenant, a-t-elle répondu. D'abord, nous devons nous assurer que quelqu'un nous croira. Laura a fermé l'ordinateur portable et m'a regardé sérieusement. Il y a un journaliste de Chicago qui enquête sur l'affaire. Il s'appelle Daniel Cooper. J'ai confiance en lui. Si nous lui donnons la vidéo, il la rendra publique avec un soutien juridique. Mais j'ai besoin que tu viennes avec moi demain. J'ai hoché la tête. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un vieux matelas dans l'appartement. Laura vérifiait des messages en silence, sans arrêt. À 2 heures du matin, j'ai entendu un coup à la porte.
Nous sommes restés immobiles. On a frappé à nouveau, plus fort. Laura s'est levée lentement et a regardé par le Judas. Son visage a perdu sa couleur. C'est Eddie, a-t-elle murmuré. Avant que je puisse réagir, la porte s'est ouverte d'un coup. Il est entré, le regard furieux, les yeux rouges et un pistolet à la main. Qu'est-ce que tu as fait, bordel, Laura? A-t-il crié. Tu nous as tous ruinés? J'ai levé les mains sans bouger. Laura a essayé de le calmer. Eddie, écoute-moi. Je ne veux pas te faire de mal. Je veux juste que la vérité soit connue. La vérité, a-t-il ri amèrement. Et détruire nos vies, c'est ça la vérité? L'arme tremblait dans sa main. Je pouvais à peine respirer. En une seconde, Laura a profité d'un moment pour lui lancer l'ordinateur portable, le distrayant. L'écran s'est brisé contre sa poitrine et l'arme est tombée au sol. J'ai couru. J'ai descendu les escaliers sans regarder en arrière. J'ai entendu des cris en haut, un coup, quelque chose qui tombait. Quand je suis arrivé dans la rue, une voiture noire était garée de l'autre côté. À l'intérieur, quelqu'un m'observait. J'ai reconnu la silhouette. Tyler. Je suis monté dans le premier taxi qui passait et j'ai crié, « Démarrez, maintenant !» Tandis que la voiture s'éloignait, je l'ai vu allumer le moteur et nous suivre à distance. C'est la dernière fois que j'ai vu Laura. À ce jour, je ne sais pas si elle est sortie vivante de cet immeuble, mais à l'aube, j'ai reçu un email de son adresse, sans texte, juste une pièce jointe, la vidéo complète de Tyler et des autres hommes, et une note à la fin du nom du fichier, fais ce que je n'ai pas pu faire. J'ai conduit jusqu'au lever du jour. Je ne savais pas où j'allais, je voulais juste mettre le plus de distance possible entre Denver et moi. Le téléphone vibrait sans arrêt. Tyler m'appelait encore et encore, mais je n'ai pas répondu. Quand je me suis finalement arrêté dans une station-service, j'ai ouvert l'email de Laura pour la première fois. La vidéo était là. Intacte. 27 minutes d'enregistrement. Je l'ai regardée en entier, l'estomac noué. Tyler apparaissait, parlant avec une aisance totale, comme si donner des instructions sur la façon de mentir faisait partie de son travail. On entendait des rires, des blagues entre eux, ils trinquaient même avec de la bière en parlant de garder le contrôle sur leurs femmes. Il y avait des noms, des dates, des adresses d'hôtels, trop de preuves. Par moments, j'ai voulu fermer le fichier et prétendre ne l'avoir jamais vu, mais chaque mot me rappelait les nuits que j'avais passées à pleurer en silence. Je ne pouvais pas le laisser impuni. J'ai pris la clé USB où je gardais tout et j'ai cherché le numéro de Daniel Cooper, le journaliste que Laura avait mentionné. J'ai trouvé son profil en ligne, à côté d'un article récent sur la corruption policière. Je lui ai écrit un email. J'ai des informations sur un groupe appelé « Manuel de survie pour les maris ». Il y a des preuves en vidéo. J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. 10 minutes plus tard, il a répondu. Je suis à Boulder. Je peux vous voir aujourd'hui à 18h en personne. J'ai rangé le téléphone et j'ai continué à conduire. Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais je n'avais plus d'autres options. La route jusqu'à Boulder a été longue. J'ai acheté un café à un drive, mais je ne l'ai pas touché. Mon esprit allait et venait entre les images de Laura, d'Eddie et de Tyler me regardant depuis la voiture noire. Chaque fois qu'une voiture s'approchait trop près, mon cœur s'emballait. À 18h15, je suis arrivé au point que Daniel avait indiqué, un café discret à côté d'une vieille librairie. Je suis entré et j'ai cherché son visage. Je l'ai reconnu grâce aux photos sur Internet. Cheveux courts, barbe négligée, regard perçant. Il s'est levé en me voyant et m'a tendu la main. Emma. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis à une table au fond. Laura m'a parlé de vous il y a quelques semaines, a-t-il dit à voix basse. Elle m'a raconté l'histoire du manuel, mais je n'ai pas eu le temps de la voir après. Est-ce qu'elle va bien? J'ai dégluti. Je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vue, son mari l'a trouvée. Daniel a baissé les yeux quelques secondes. Je m'en doutais. Mais si vous avez ce que vous avez promis, cela ne restera pas caché. Je lui ai donné la clé USB. Tout est là. Les fichiers,
les vidéos, les noms, même les emails. Il l'a connecté à son ordinateur portable et a regardé les premières minutes de la vidéo. Son expression a changé instantanément. Mon Dieu, c'est énorme. Si je publie ça, il y aura des conséquences, mais je dois vérifier l'authenticité. Faites ce que vous avez à faire, ai-je dit. Assurez-vous simplement que le monde le voit. Daniel m'a promis qu'il prendrait des mesures de sécurité, qu'il garderait des copies sur plusieurs serveurs et contacterait un avocat avant de le diffuser. Il m'a donné une carte avec un numéro privé. S'il se passe quelque chose, appelez-moi. Ne répondez à personne d'autre. Quand je suis sortie du café, j'ai senti que je pouvais enfin respirer, mais cette sensation a été de courte durée. Le soleil se couchait déjà. Quand je suis montée dans la voiture, j'ai allumé le moteur et en regardant dans le rétroviseur, je l'ai vu. Une berline noire garée de l'autre côté de la rue, le même modèle que celui que Tyler conduisait. J'ai essayé de me convaincre que c'était une coïncidence, mais quand j'ai tourné au coin suivant, la berline a fait de même. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Pendant les 20 minutes suivantes, j'ai conduit sans but, zigzagant entre les rues jusqu'à ce que je réussisse à le semer. Je me suis réfugiée dans un motel bon marché en périphérie. En montant les escaliers vers ma chambre, le téléphone a vibré. Un nouveau message, sans expéditeur. Tu crois que tu peux nous détruire? Mais j'ai encore quelque chose qui t'appartient. Il n'avait pas signé, mais je savais qui c'était. Tyler. Je suis entrée dans la chambre et j'ai fermé les rideaux. Quand j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai vu que la caméra était allumée, alors que je ne l'avais pas activée. Une sueur froide m'a parcouru le corps. Je l'ai éteinte immédiatement et je l'ai couverte avec du ruban adhésif. Le message suivant est arrivé une minute plus tard. Ne fuis pas, Emma. Je ne veux pas te faire de mal. Parlons simplement. Je l'ai bloqué. Mais 5 minutes plus tard, un autre message est arrivé d'un autre numéro. Si tu livres la vidéo, je m'assurerai que Laura disparaisse. Pour de bon. Je suis restée paralysée. Était-elle vivante ou était-ce juste une menace en l'air? Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone et je suis restée sur le lit à regarder le plafond, attendant d'entendre des pas dehors. Rien. Juste le silence. Le lendemain matin, j'ai appelé Daniel depuis un téléphone public. J'ai reçu des menaces, ai-je dit. Ils disent que Laura est toujours vivante. Il est resté silencieux quelques secondes. Ne bouge pas. Le matériel est déjà entre les mains d'un avocat. S'ils tentent quelque chose, ils ne pourront pas arrêter la publication. Quand est-ce que ça sortira, ai-je demandé. Ce soir, dès que nous aurons tout vérifié. J'ai raccroché et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Ce soir-là, à 22h, j'ai allumé la télévision du motel. Le journal local a interrompu sa diffusion habituelle avec un titre à l'écran. Une fuite massive révèle un réseau d'hommes mariés qui manipulaient et espionnaient leurs épouses. J'ai reconnu la voix de Daniel narrant les faits. Il montrait des fragments de la vidéo, les noms de plusieurs impliqués et une partie des règles du manuel. Mon cœur battait la chamade. Tyler était parmi les personnes mentionnées. Le reportage a duré à peine 5 minutes, mais cela a suffi pour que tout change. Les réseaux sociaux ont explosé. Il y a eu des arrestations, des licenciements, des plaintes. J'ai pleuré seul devant le téléviseur, non pas de tristesse, mais d'un étrange mélange de soulagement et d'épuisement. Je pensais que tout était terminé jusqu'à ce que je voie la dernière scène du reportage. Une image floue d'une femme descendant d'une voiture à Denver. Le présentateur disait, l'une des collaboratrices anonymes qui a aidé à dévoiler l'affaire est portée disparue depuis 3 jours. C'était Laura. Le téléphone du motel a sonné juste après. Je l'ai regardé quelques secondes avant de répondre. Emma. C'était la voix de Daniel, agitée. Ne retourne pas chez toi. Quoi? Pourquoi? Tyler a disparu cet après-midi. Il ne fait pas partie des personnes arrêtées. Et quelqu'un a forcé la serrure de mon bureau il y a 1 heure. J'ai eu le souffle coupé. Où es-tu maintenant, ai-je demandé. Dans un endroit sûr. Mais je ne sais pas pour combien de temps.
L'appel s'est coupé. Je suis restée seule avec le bourdonnement du téléviseur en fond sonore et la sensation que rien n'était vraiment terminé. Parce que si Tyler était toujours en liberté, le manuel l'était aussi. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise devant la télévision après cet appel. Des minutes, peut-être des heures. Le son du journal télévisé continuait en fond, mais mon esprit était ailleurs. Tyler était libre. Daniel avait été attaqué et Laura n'était probablement plus en vie. L'euphorie d'avoir révélé la vérité s'est évanouie aussi vite qu'elle était arrivée. Maintenant, j'étais la cible. J'ai vérifié mes affaires, la clé USB, mon portefeuille, un peu d'argent liquide. J'ai laissé le téléphone sur le lit. Je ne pouvais plus l'utiliser. Je savais que Tyler pouvait le localiser. Je suis sortie du motel à pied, avec une casquette et une vieille veste. L'air de l'aube m'a coupé le visage, mais je ne me suis pas arrêtée. J'ai marché jusqu'à la gare routière. J'ai acheté un billet en espèces pour Salt Lake City, la première destination que j'ai trouvée qui partait en moins d'1 heure. Pendant que j'attendais, j'ai entendu 2 hommes parler près de moi. « T'as vu la vidéo du manuel ?» disait l'un. Ma femme n'arrête pas de m'envoyer des mèmes à ce sujet. Ouais, mec, ils ont ruiné la vie de beaucoup. J'ai dû me mordre la lèvre pour ne pas intervenir. Ils ne savaient pas que la femme dont ils parlaient était assise à 2 mètres d'eux. Le bus est arrivé et je me suis assise au dernier siège, près de la fenêtre. J'ai regardé les lumières de Boulder disparaître tandis que le véhicule prenait l'autoroute. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai pleuré sans peur, mais le calme a été de courte durée. À mi-chemin, le chauffeur a annoncé un arrêt technique dans une station-service. Nous sommes tous descendus. Je suis allée aux toilettes et en sortant, j'ai vu une voiture noire garée à côté du bus, une berline identique à celle de Tyler. Mon corps s'est paralysé. J'ai regardé autour de moi, cherchant un signe que ce n'était que de la paranoïa. Mais quand je suis remontée dans le bus, j'ai vu une silhouette qui marchait vers l'entrée, grande, avec une casquette et un manteau sombre. Je n'ai pas attendu de confirmer si c'était lui. J'ai couru vers la porte arrière du véhicule et je me suis éclipsée avant qu'il ne démarre. J'ai traversé le parking en courant jusqu'à une ruelle latérale. Ma respiration était un bruit trop fort dans le silence de la nuit. Je me suis cachée derrière des conteneurs et j'ai attendu. J'ai entendu des pas. Une voix basse. Familière. Emma, je sais que tu es près d'ici. Je veux juste parler. J'ai fermé les yeux. C'était Tyler. Il avait le ton calme, presque doux, le même qu'il utilisait quand il me convainquait que tout allait bien. Ça n'a pas à se terminer comme ça, a-t-il dit. Donne-le-moi et je te laisse tranquille. Donne-le-moi. Il parlait des preuves, de la vidéo, mais je ne l'avais plus. La seule chose qui me restait était la carte de Daniel, trempée de sueur dans ma poche. Les pas se sont approchés. J'ai retenu ma respiration jusqu'à ce que j'entende une voiture démarrer et s'éloigner. J'ai attendu 10 minutes de plus avant d'oser sortir. Le bus était déjà parti. J'ai marché pendant 1 heure jusqu'à arriver sur une route déserte. Finalement, un camion de marchandises s'est arrêté. Le chauffeur, un homme âgé au visage aimable, m'a regardé avec inquiétude. « Tout va bien, mademoiselle ? J'ai juste besoin d'aller n'importe où, loin d'ici, ai-je répondu. Montez. Il n'a pas posé d'autres questions. J'ai dormi la moitié du trajet. Quand je me suis réveillée, nous étions à la périphérie de Cheyenne, dans le Wyoming. J'ai logé dans un motel bon marché en utilisant un faux nom, Jessica Moore. J'ai acheté un nouveau téléphone et je n'ai enregistré qu'un seul numéro, celui de Daniel. Je n'ai pas appelé tout de suite. J'avais peur que ce soit dangereux pour nous deux. Les jours suivants, j'ai vécu comme un fantôme. Je ne sortais que la nuit, je payais en espèces, je ne parlais à personne. Chaque fois que j'entendais un moteur s'approcher, je sentais mon estomac se nouer. Le scandale du manuel continuait de grandir. Aux informations, on parlait d'arrestations, de poursuites et de théories sur qui avait fait fuiter les vidéos. Certains mentionnaient une source féminine anonyme. Je savais qu'ils parlaient de moi. Un soir, en regardant un journal local, une image floue capturée par des caméras de sécurité est apparue.
Une femme courant dans une ruelle à Denver. Le présentateur disait, des sources non officielles affirment qu'il pourrait s'agir de Laura Maena, toujours portée disparue. Par réflexe, j'ai éteint la télévision. Je ne savais plus si je voulais connaître la vérité ou rester en vie. 3 jours plus tard, Daniel m'a appelé d'un numéro différent. Sa voix semblait épuisée. Je suis hors de l'état. Je ne peux pas parler beaucoup, mais écoute-moi, l'affaire va prendre de l'ampleur. Des agents fédéraux sont impliqués. Des agents? Pourquoi? Parce que le groupe ne partageait pas seulement des infidélités. Nous avons trouvé des enregistrements de caméras cachées, des chantages et des comptes bancaires à l'étranger. Ce n'était pas seulement un manuel, Emma, c'était un réseau de contrôle. J'ai senti ma peau se glacer. Et Tyler? Ils ne l'ont toujours pas trouvé, mais toutes les pistes indiquent qu'il était l'un des fondateurs. Silence. Daniel a continué. Tu dois rester caché pour l'instant. Ils vont te chercher. Ne fais confiance à personne. Avant de raccrocher, je lui ai posé une question qui me tourmentait depuis Denver. Laura est-elle vivante? Il a mis du temps à répondre. Je ne sais pas. Mais quelqu'un a utilisé son compte hier soir. Ils ont envoyé un message avec ton nom. Mon cœur a fait un bond. Que disait le message? Juste une phrase, ce n'est pas encore fini. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai emballé le peu que j'avais et je me suis préparé à continuer à bouger. Avant de partir, j'ai vérifié le nouveau téléphone. J'avais un email non lu, sans expéditeur visible. L'objet, version 6.0. J'ai ouvert le message les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait un fichier joint, manuel v6.pdf. Je l'ai téléchargé et je l'ai ouvert. Le document commençait par une nouvelle ligne. Règle numéro 1, si l'une d'elles te trahit, assure-toi que personne ne croit sa version. Et en dessous, en lettres majuscules, un seul nom, Emma Harrison. J'ai senti un frisson. Je n'étais plus seulement un témoin, j'étais devenu une partie du manuel. Je suis resté à regarder ce fichier comme s'il m'hypnotisait. Mon nom, là, écrit en majuscules, Emma Harrison. C'était officiel. Ils m'avaient intégré à leur jeu. Le document comptait 30 pages. Les premières étaient identiques aux versions précédentes, mais à partir de la page 15, tout changeait. C'étaient des instructions sur la manière de discréditer une femme qui menacerait la stabilité du groupe. Il y avait des exemples de faux messages, de prétendues preuves d'infidélité, d'enregistrements manipulés et de phrases qui semblaient tirées d'un manuel de guerre psychologique. Et parmi ces phrases, une se détachait, soulignée, transforme la menace en méchante. Fait en sorte que son histoire paraisse si folle que personne ne la croit. J'ai fermé l'ordinateur portable d'un coup sec. Ce n'était plus seulement de la vengeance, c'était une campagne organisée pour me détruire. J'ai éteint la lumière de la chambre et je me suis assise dans le noir, tremblante. J'étais passée de victime à ennemi, et ils étaient nombreux. Le lendemain matin, je suis descendue à la réception du motel pour payer une autre nuit, mais le réceptionniste m'a regardée avec une expression étrange. « Tout va bien, Madame Harrison ?» a-t-il demandé. Je me suis figée. Je ne lui avais jamais donné mon vrai nom. « Comment avez-vous dit ? » Le type du bureau de la sécurité a demandé après vous. Il a dit que c'était votre mari, que vous vous étiez enregistré sous un autre nom par erreur. Je n'ai pas attendu d'en entendre plus. Je suis sortie en courant par la porte arrière du bâtiment, mon sac à dos suspendu à une épaule. Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé depuis que Tyler m'avait localisé, mais il était déjà là. J'ai traversé 2 rues et je suis entrée dans une laverie. Le bruit des machines couvrait les battements de mon cœur. De ma poche, j'ai sorti le téléphone et j'ai écrit un message rapide à Daniel. Ils m'ont trouvé. Je suis à Cheyenne. J'ai besoin d'aide. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai attendu 10 minutes, 15, 20. Rien. Juste le bourdonnement des sèche-linges et l'odeur de déterge. Puis un homme est entré. Il portait une casquette et des lunettes de soleil. Et bien que je ne puisse pas voir son visage, j'ai reconnu sa posture. Tyler. Je me suis cachée derrière une rangée de paniers métalliques.
Il a marché lentement dans l'allée centrale, regardant entre les machines. Emma, je ne veux pas te faire de mal. Sa voix était basse, presque triste. Je veux juste qu'on parle, que tu m'écoutes. Tout ça est devenu hors de contrôle. J'ai essayé de contrôler ma respiration. Mes mains étaient si moites que le téléphone a failli me glisser des doigts. J'ai fait un pas en arrière et l'un des chariots à linge a heurté le mur. Le bruit a été comme un coup de feu. Tyler s'est retourné immédiatement. Te voilà. Je suis parti en courant. Il m'a suivi en criant mon nom. J'ai ouvert la porte de secours et je me suis élancé dans la rue. L'air glacial m'a frappé le visage, mais je ne me suis pas arrêté. J'ai traversé l'avenue en esquivant les voitures. J'entendais sa voix derrière moi, de plus en plus proche. En tournant le coin, une voiture s'est arrêtée brusquement devant moi. Du siège conducteur, Daniel est descendu. Monte, a-t-il crié. Je suis entré sans réfléchir. La voiture a démarré si vite que les pneus ont crissé. Par le rétroviseur, j'ai vu Tyler rester sur le trottoir, nous regardant nous éloigner. Pendant les premières minutes, nous n'avons rien dit. Je pouvais à peine respirer. Daniel m'a regardé du coin de l'œil. Il t'a suivi depuis le motel? J'ai hoché la tête. Ils ont tout sous contrôle. Ils savent même sous quel nom je m'enregistre. Il a serré le volant. Je savais qu'ils allaient tenter quelque chose. Depuis la publication du reportage, plusieurs faux comptes font circuler des histoires sur toi. Ils disent que tu as tout inventé par jalousie, que tu as falsifié les vidéos. C'est un mensonge. Je le sais, mais ce n'est pas ce que nous savons qui compte, c'est ce que les gens croient. Il m'a montré son téléphone. Il y avait des dizaines de publications, toutes avec ma photo, mon nom, même des messages que je n'avais jamais écrits. Ils font exactement ce que dit le manuel, ai-je murmuré. Exactement. Ils suivent la version 6.0. Daniel m'a expliqué qu'il avait réussi à parler à un agent fédéral qui s'était intéressé à l'affaire, mais pour pouvoir me protéger, ils avaient besoin de plus que des vidéos. Ils avaient besoin d'une preuve qui reliait l'argent du groupe à ses activités. Si nous obtenons ça, c'est fini. Personne ne pourra les couvrir. Et où est cette preuve, ai-je demandé. Daniel a hésité avant de répondre. Laura l'avait. J'ai senti mon estomac se nouer. Laura est morte. Pas exactement. Il m'a regardé dans les yeux et à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qu'il ne m'avait pas dit. Il y a 3 jours, j'ai reçu un paquet sans expéditeur, a-t-il continué. Il venait d'une société de messagerie de Denver. À l'intérieur, il y avait un disque dur. Sur l'étiquette, il était écrit « S'il m'arrive quelque chose, donne-le à Emma ». Il l'a sorti de son sac à dos et me l'a montré. Je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas ce qu'il contient, mais si Laura l'a envoyé, ça doit être important. Je l'ai tenu entre mes mains. Il pesait plus que je ne l'imaginais, comme s'il contenait plus que des données. Il contenait ses dernières volontés. Et maintenant, ai-je demandé. Nous allons dans le Montana. J'ai un contact qui peut analyser ça sans laisser de traces. Avant de démarrer, Daniel a regardé dans le rétroviseur. Ne regarde pas en arrière, Emma. S'il t'attrape, personne d'autre ne pourra raconter ce qui s'est passé. Le voyage a duré plus de 10 heures. J'ai dormi par intermittence, entre 2 sursauts. Chaque fois que je voyais une voiture sombre derrière nous, je pensais que c'était Tyler. Nous sommes arrivés dans un petit atelier abandonné à la périphérie de Billings. Là, un homme d'environ 50 ans nous attendait, mince, avec une barbe et des lunettes épaisses. Je m'appellerai, a-t-il dit. Daniel m'a raconté les grandes lignes. Il a connecté le disque dur à son ordinateur. Pendant près d'1 heure, personne n'a parlé, on n'entendait que le clic du clavier. Finalement, Ray s'est tourné vers nous. Ce n'est pas seulement un groupe de maris infidèles, c'est un réseau complet de surveillance privée. Ils ont accès à des caméras, des registres bancaires et même des contrats avec des entreprises de sécurité. Daniel a froncé les sourcils. Des contrats? Avec qui? Des entreprises qui blanchissent de l'argent. Regardez ça.
Ré a ouvert un dossier contenant des centaines de fichiers PDF, tous avec le logo du « manuel de survie », mais le plus troublant a été de voir l'entête de l'un d'eux, projet Emma, contrôle du récit numérique. Mon nom, encore une fois. C'était un plan détaillé pour fabriquer une histoire sur moi. Faux email, diagnostic psychiatrique inventé, même un prétendu mandat d'arrêt en attente. Ils étaient en train de me détruire en temps réel. Ré nous a regardés sérieusement. Si cela est rendu public, des gens puissants vont tomber. Mais ils ont des ressources. S'ils savent déjà que vous l'avez, ils vont vous traquer. Daniel m'a regardé. Alors nous devrons les devancer. Nous avons quitté l'atelier à l'aube. Alors que le soleil se levait sur les montagnes, j'ai ressenti un mélange de peur et de détermination. Je ne pouvais plus continuer à fuir. S'ils voulaient faire de moi la méchante, j'allais leur donner quelque chose à craindre. J'ai serré la clé USB de Laura dans ma poche et j'ai dit à Daniel, nous allons tout publier. Pas seulement la vidéo, tout. Il a hoché la tête. Alors prépare-toi, parce que quand nous le ferons, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce matin-là, l'air du Montana était glacial, mais à l'intérieur, je brûlais. J'étais passé de la peur à une sorte de fureur tranquille, comme si je n'avais plus rien à perdre. Daniel l'a remarqué. Tu n'es pas obligé de le faire toi-même, m'a-t-il dit en consultant son ordinateur portable. Je peux envoyer les fichiers et te faire disparaître de la carte. J'ai secoué la tête. Non. Si je publie ça moi-même, avec mon nom, ils ne pourront pas dire que c'est une invention anonyme. Ils ont besoin de voir mon visage. Qu'ils sachent qui a détruit leur fichu manuel. Nous avons passé le reste de la journée dans l'atelier de Ré à préparer la publication. Les fichiers étaient trop nombreux, vidéos, captures d'écran, contrats, listes de paiement et emails entre les leaders du groupe. Ré a créé une copie cryptée qui serait automatiquement téléchargée sur plusieurs serveurs s'il nous arrivait quelque chose. Nous l'avons appelée « Opération Indigo », en mémoire de l'hôtel où tout a commencé. Quand cela sera activé, il n'y aura aucun moyen de l'arrêter, a prévenu Ré. C'est ce que nous voulons, ai-je répondu. Daniel a organisé une interview exclusive avec un média international. Je serai la voix du témoignage. Le problème était d'arriver à la station de diffusion sans être repéré. Depuis que nous avions découvert le projet Emma, nous savions que j'étais surveillé. On change de voiture toutes les 2 heures, a dit Daniel. Et pas de portable. Nous sommes partis cette nuit-là avec le disque dur caché dans une boîte métallique. À mi-chemin, dans une station-service, j'ai vu quelque chose qui m'a fait arrêter le cœur, une affiche avec mon visage imprimé. Au-dessus, il était écrit « Personne d'intérêt dans une enquête fédérale » et le sceau du FBI. Daniel a arraché l'affiche du mur. « C'est un faux », a-t-il dit. Je viens de parler à l'agent qui s'occupe de l'affaire. Il n'y a aucun mandat. Ça vient d'eux. Eux, le groupe. Ils utilisaient déjà leurs contacts pour fabriquer ma chute. Nous avons emprunté des routes secondaires jusqu'à un petit village appelé Livingston. Là, nous avons logé dans un chalet loué sous un autre nom. Le plan était simple. Daniel enverrait les fichiers à son contact du média et en même temps, réactiverait la diffusion automatique en ligne. J'enregistrerai mon témoignage en vidéo, une confession publique. J'ai passé des heures à écrire ce que j'allais dire. Je ne voulais pas passer pour une victime sans défense, mais pour quelqu'un qui a survécu. Quand j'ai eu fini, Daniel a placé une caméra devant moi et a hoché la tête. Quand tu seras prête. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé. Mon nom est Emma Harrison. Je suis l'épouse de Tyler Harrison, l'un des fondateurs du groupe connu sous le nom de « Manuel de survie pour les maris ». Ce qui a commencé comme une conversation entre amis est devenu un réseau organisé de manipulation, de chantage et d'abus. Pendant des mois, je me suis cachée parce que je craignais pour ma vie. Mais plus maintenant. Aujourd'hui, vous allez savoir qui ils sont et ce qu'ils ont fait. Ma voix tremblait au début, mais elle s'est affermie à mesure que je parlais. J'ai tout raconté. La découverte du groupe, les règles, la trahison, Laura, les vidéos, la persécution. Quand j'ai eu fini, Daniel avait les yeux humides. C'était parfait, a-t-il dit. Demain,
Le monde saura qui tu es. Cette nuit-là, j'ai presque dormi. Presque. À 3 heures du matin, Ray nous a réveillés en sursaut. Nous avons de la compagnie. Par la fenêtre, nous avons vu 2 camionnettes garées au bout du chemin de terre, les phares éteints, les moteurs allumés. Des policiers? Ai-je demandé. Non, a dit Ray. Daniel a éteint toutes les lumières. Prends le disque dur, Emma. On sort par derrière. Nous sommes sortis par l'arrière du chalet, traversant un champ gelé. Les camionnettes se sont déplacées lentement vers l'entrée principale. J'ai entendu une voix masculine crier. Emma, ne te fais pas de mal, on veut juste parler. C'était encore Tyler. Ce ton faux, presque aimable. Daniel m'a pris par le bras. Cours. Ne t'arrête pas avant d'atteindre la forêt. Je vais les distraire. Non, tu ne peux pas, si, je peux. Fais-moi confiance. Avant que je puisse répondre, il s'est retourné et a couru vers la route opposée, lançant une pierre contre l'une des camionnettes. Le son a attiré l'attention des hommes. J'ai couru vers la forêt. Les cris se mêlaient au bruit du moteur et au craquement des branches sous mes pieds. Je ne savais pas où j'allais, je continuais juste à courir. Je tenais le disque dur contre ma poitrine, à l'intérieur de ma veste. Derrière moi, on a entendu des coups de feu. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que le silence ne revienne. Je me suis caché sous un arbre tombé et j'ai attendu. Les lumières des camionnettes ont bougé un peu plus longtemps. Puis elles sont parties. Quand le jour s'est levé, je suis revenu lentement au chalet. Il était vide. Daniel n'était pas là. Ray non plus. J'ai seulement trouvé l'ordinateur portable allumé avec une fenêtre ouverte, un compte à rebours. Minuit 9 minutes 42 secondes, minuit 9 minutes 41 secondes. C'était la diffusion automatique. Ray l'avait activée. J'avais moins de 10 minutes pour décider. Je pouvais laisser tout être publié et disparaître pour toujours. Ou je pouvais l'arrêter, sauver Daniel s'il était encore en vie, et négocier ma sortie. Je suis resté à regarder l'écran. J'ai pensé à Laura, aux femmes qui avaient été humiliées, surveillées, réduites au silence. À la façon dont ils parvenaient toujours à s'en tirer. Et alors j'ai su ce que je devais faire. J'ai appuyé sur Entrée. Quelques minutes plus tard, les serveurs du monde entier ont commencé à recevoir des copies du fichier, Manuel de survie V6.0, projet Emma. Il contenait tout, les preuves, les noms, les contrats, les vidéos, les plans de manipulation médiatique. Rien ne pouvait l'arrêter. En moins d'1 heure, c'était déjà une tendance mondiale. Les journaux télévisés parlaient du réseau secret de Marie qui avait opéré pendant des années sous une façade légale. Il y a eu des arrestations dans plusieurs villes, et parmi les premiers noms mentionnés, il y avait celui de Tyler Harrison. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le lendemain, j'ai reçu un nouvel email. Sans expéditeur, sans objet. Juste une ligne. Félicitations, Emma. Tu as accompli la dernière règle du manuel. Survivre. Je n'ai pas su si c'était Tyler, Ray, Daniel ou quelqu'un d'autre qui l'avait envoyé. Je sais seulement que pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai fermé l'email et j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre du train qui m'emmenait vers le nord. Je ne savais pas où j'allais, mais peu importait. Je n'étais plus une victime. J'étais la preuve vivante que même les secrets les mieux gardés finissent par voir le jour. Le train avançait lentement, coupant le brouillard de l'aube. 3 jours s'étaient écoulés depuis la fuite, 3 jours depuis que mon nom était apparu sur tous les journaux télévisés du pays, et 3 jours depuis que je savais ce que c'était que de vivre sans passé. Personne ne savait où j'étais. Le FBI me cherchait, les médias me cherchaient, et Tyler, s'il était encore en vie, me cherchait aussi. Mais je n'étais plus Emma Harrison. Sur le billet de train, il était écrit Megan Lewis. Nouveau nom, nouveau départ. J'ai ouvert un journal que j'ai trouvé sur le siège à côté. En première page, réseau de manipulation masculine, 14 personnes impliquées arrêtées, dont Tyler Harrison et Edward Maena. J'ai lu l'article en entier. Tyler avait été arrêté à la périphérie de Boise.
Il avait tenté de s'enfuir avec de faux documents et plus de 200 000 € en espèces. Eddie avait été arrêté à Denver, après avoir été lié à la disparition de sa femme, Laura. Mon cœur s'est serré. Il n'était pas précisé s'il l'avait retrouvé. Seulement, disparu. J'ai mis le journal de côté. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à regarder en arrière. Mais alors, le téléphone a vibré. Un numéro inconnu. J'ai répondu. Emma. La voix était rauque, fatiguée, mais reconnaissable. Daniel. Mon Dieu, tu es vivant. De justesse. Ils m'ont frappé, mais j'ai réussi à sortir de la forêt. La police a trouvé le chalet plus tard. Ray a disparu. Je me suis couvert la bouche avec la main. Je croyais qu'il t'avait tué. Il ne pouvait pas. Pas encore. Son ton m'a inquiété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le manuel ne s'est pas terminé avec la fuite. Le bruit du train semblait s'estomper. Explique-toi. Ils ont trouvé un autre dossier sur les serveurs, Emma. Quelque chose que Ray n'a pas vu. Ça s'appelle le protocole héritier. Qu'est-ce que c'est? Un plan pour reconstruire le groupe sous un autre nom, avec de nouveaux membres. Ils recrutaient déjà avant que tout n'explose. J'ai fermé les yeux. Ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Et ça a déjà commencé. Silence. Je pouvais entendre ma propre respiration de l'autre côté de la ligne. Daniel a continué. J'ai besoin de ton aide. Personne d'autre ne comprend comment il pense. Mais si tu veux disparaître, je comprendrai. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé, à Laura, aux autres épouses, au rire de ces hommes quand ils croyaient que personne ne les arrêterait. Et j'ai su que je ne pouvais pas fuir. Pas encore. Dis-moi ce dont tu as besoin, ai-je dit. Nous nous sommes retrouvés 2 jours plus tard dans un café à Missoula. Daniel avait des bandages aux bras et une expression épuisée, mais ses yeux brillaient toujours. Le FBI va utiliser les informations pour traquer les fonds internationaux, m'a-t-il expliqué. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire, infiltrer le nouveau groupe. Et tu crois que moi, je peux? Tu es la seule qu'ils connaissent assez pour te craindre et te respecter. Je suis restée à le regarder. Une partie de moi voulait lui crier qu'il était fou, mais une autre partie, plus profonde, sentait que c'était la conclusion dont j'avais besoin. As-tu une idée d'où ils ont recommencé? Daniel a hoché la tête. Au Texas. Ils utilisent un forum privé sous un autre nom, ceux qui survivent. Le nom m'a donné la chair de poule. L'écho de l'email que j'avais reçu après la fuite. Tu as accompli la dernière règle. Survivre. Des semaines se sont écoulées avant que nous trouvions un moyen d'entrer. Daniel a obtenu l'accès au forum en utilisant une fausse identité. Je devais être sa référence. Une femme repentie qui voulait comprendre le point de vue des hommes. Un rôle répugnant, mais nécessaire. Les premiers messages étaient identiques à ceux de l'ancien groupe. Blagues, mèmes, conseils pour maintenir la paix avec les épouses. Mais ensuite, les mêmes mots-clés sont apparus, les mêmes structures, les mêmes niveaux. C'était le manuel à nouveau, sauf que maintenant, chaque publication se terminait par une signature. Mon cœur s'est glacé. J'ai écrit à Daniel immédiatement. Elle est vivante. Mais il n'a pas répondu. Cette nuit-là, en lisant d'autres messages du forum, j'en ai reçu un directement. Salut, Emma. J'ai eu un sursaut. Laura? Je t'attendais. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. Où es-tu? Je pensais qu'Eddie t'avait tué. Il ne l'a pas fait. Mais il m'a forcé à simuler ma mort. Maintenant, ils me suivent. Ne t'inquiète pas. C'est toi qui diriges le nouveau groupe. Diriger n'est pas le bon mot. Je le réforme. Cette fois, non pas pour les cacher, mais pour les exposer de l'intérieur. Je suis restée à regarder l'écran, ne sachant que croire. Puis-je te faire confiance, ai-je écrit. Fais confiance à l'objectif. Pas à moi. Et la conversation s'est fermée. J'en ai parlé à Daniel le lendemain. Il a simplement hoché la tête.
Si elle est vivante et à l'intérieur, nous avons un avantage. Mais aussi un risque. S'il la découvre, il la tue. Et si elle n'est plus de notre côté? Ai-je demandé. Daniel m'a regardé longuement. Alors tout cela aura été en vain. Cette nuit-là, je suis retourné sur le forum. Il y avait une nouvelle annonce de L, réunion finale. Uniquement les membres fondateurs. Denver. 14 septembre. Denver. L'endroit même où tout avait commencé. Daniel voulait y aller seul, mais je ne l'ai pas laissé faire. Si Laura est vivante, je veux la voir, ai-je dit. La réunion a eu lieu dans un entrepôt abandonné en banlieue. Nous sommes arrivés avant les autres et nous nous sommes cachés derrière une colonne. Un par un, les hommes sont arrivés. Quelques visages connus, les mêmes qui apparaissaient dans les vidéos, maintenant avec des barbes, des casquettes et de la peur. Et puis elle, Laura. Elle est entrée, vêtue de noir, les cheveux plus courts, le regard dur. Ce n'était pas la même femme que j'avais connue dans cet appartement de Denver. C'était une autre. Elle s'est plantée devant eux et a parlé d'une voix ferme. Bienvenue. C'est la fin du manuel. Les hommes se sont regardés, confus. L'un d'eux, le plus grand, s'est avancé. La fin? Je pensais que c'était un nouveau départ. Laura a sorti un appareil de sa poche et l'a levé. Non. C'est la confession finale. D'une seconde à l'autre, des lumières rouges ont commencé à clignoter sur tout le plafond. Caméra, microphone. Tout était enregistré. Daniel et moi sommes sortis de notre cachette. Les hommes ont sursauté. Certains ont essayé de courir, mais il était trop tard. Des agents fédéraux ont fait irruption par les portes en quelques secondes. Au milieu du chaos, Laura m'a regardé. Pendant un instant, elle a souri. Je t'avais dit que ce n'était pas fini. Puis ils l'ont poussée au sol et l'ont menottée avec les autres. Quelques heures plus tard, au poste de police, Daniel m'a expliqué que Laura collaborait avec les autorités depuis le début. Elle avait simulé sa mort pour pouvoir infiltrer les restes du groupe et rassembler des preuves définitives. Sans toi, ça n'aurait pas fonctionné, m'a-t-il dit. Et sans elle, je serais morte. Aujourd'hui, j'écris ceci depuis un endroit où personne ne me connaît. L'affaire a été officiellement classée il y a 2 mois. 103 arrestations, 12 condamnations et un système complet effondré à cause de ce qui avait commencé comme un simple groupe WhatsApp. Parfois, je me demande si cela valait la peine de tout perdre pour en arriver là. Mais ensuite, je me souviens des visages de ces femmes, celles qui m'ont écrit après la fuite, me remerciant de leur avoir donné le courage de parler. Et je sais que oui. Parce que survivre, ce n'est plus se cacher. C'est dire la vérité, même si personne ne veut l'entendre.